Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yves Le Trionnaire, le directeur général de l'ADEME. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce premier webinaire de décryptage de notre action et de nos systèmes d'aide. Euh, le nombre de participants, plus d'une cinquantaine déjà, qui sont connectés, vous êtes déjà plus d'une cinquantaine à être connectés, montre qu'il y avait des attentes et des besoins dans ce domaine, et donc on va tâcher d'y répondre. Ce premier des webinaires sera consacré, vous le savez, au fonds chaleur, mais on ambitionne de renouveler des webinaires de ce type de décryptage tout au long de l'année. Pour l'instant, ce n'est pas objectif d'en faire un tous les 2 mois, donc on vous proposera différentes thématiques tout au long de l'année. Je voulais remercier au passage d'abord notre responsable de la communication, Morgane, qui est la grande organisatrice de ces webinaires et de ces décryptages. C'est un gros travail de lancer ça et j'espère que vous y trouverez satisfaction. Et puis, Stéphanie et l'équipe du Fonds Chaleur qui a accepté d'essuyer les plâtres et d'ouvrir le bal pour cette première session. Merci à vous. J'espère que vous y trouverez votre compte. Si on est preneur après. Alors pardon, j'ai oublié de vous dire, on a volontairement conçu ces webinaires comme étant courts, 1 heure, avec des temps d'échange assez longs, puisqu'on prévoit en gros une demi-heure de présentation, une demi-heure de temps d'échange. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre en live. Et si ce n'est pas le cas, on vous répondrait de toute façon à froid ensuite. Et puis, vous l'avez compris, hein, c'est une première, donc il y a sûrement matière à améliorer notre dispositif. Donc n'hésitez pas à nous faire des suggestions, soit sur la manière dont se déroulent ces webinaires, soit sur les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées. Ça nous donne aussi des indications sur vos attentes. Voilà, je ne suis pas plus long parce que le sujet est vaste et copieux. Et je vous souhaite un bon webinaire. Je ne pourrais malheureusement pas être des vôtres pendant toute cette session parce que je suis attendu dans une autre réunion. Mais en tout cas, bon webinaire. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver dans d'autres webinaires ensuite. Merci Yves. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai peut-être eu l'occasion de croiser certains ou certaines d'entre vous lors de mes précédentes missions, parce qu'avant d'être coordinatrice du pôle TE, transition énergétique, j'étais sur la filière hydrogène et encore auparavant sur la filière bâtiment. Alors, ce premier webinaire sur le fonds chaleur, eh bien, c'est aussi l'occasion pour nous de saluer notre collègue Brigitte Guibaud qui vient tout juste de partir à la retraite. Parce que clairement, ben, l'énergie, le dynamisme et l'investissement que Brigitte a mis dans le fonds chaleur pendant toutes ces années, eh bien, ça vaut de l'or. Alors pour les personnes qui connaissent pas ou peu le fonds chaleur, ce webinaire va vous permettre d'avoir un panorama un peu de tous les projets, tous les types de projets que nous pouvons accompagner. Et pour les personnes qui connaissent un peu mieux le fonds chaleur, on fera un focus sur les évolutions 2023, énergie par énergie. Donc, comme vient de le dire Yves, à l'issue de la présentation, on aura un temps d'échange. Et donc, si vous voulez poser des questions, faire des remarques, bref, échanger, mais il vous suffira de prendre le micro. Alors, donc avant de rentrer dans la méthode du fonds chaleur, juste quelques chiffres pour avoir des ordres de grandeur bien en tête. Parce qu'en fait, la chaleur représente aujourd'hui quasiment 50% de la consommation finale d'énergie en France. Et cette chaleur est renouvelable seulement à hauteur de 21%. Et l'objectif de la loi sur la transition énergétique est de passer à 38% de chaleur renouvelable dès 2030. Un autre objectif, c'est de multiplier par 5 la quantité de chaleur renouvelable que l'on distribue à travers nos réseaux de chaleur et de froid entre 2021 et 2030. Donc, vous l'aurez compris, l'enjeu est bien de passer d'une chaleur qui est majoritairement fossile actuellement à une chaleur renouvelable. Et donc, le fonds chaleur est un dispositif que l'ADEME a mis en place dès 2009 pour nous accompagner et y parvenir. Alors, en quoi la chaleur renouvelable est-elle une source de valeur? Tout d'abord, d'un point de vue économique, la chaleur renouvelable permet d'avoir une visibilité sur les coûts qui sont beaucoup moins fluctuants que celui des énergies fossiles, de maîtriser les coûts de production et d'exploitation grâce à des technologies qui sont maintenant maîtrisées. Elle contribue à l'autonomie des territoires et diversifie la production énergétique nationale. Et enfin, elle regroupe des sources d'énergie compétitives
qui représentent certes souvent des investissements importants, mais qui, avec des aides, permettent de trouver une rentabilité, notamment face au prix des énergies fossiles. Et là, on ne peut que le constater avec le prix du gaz. Clairement, il n'y a pas photo. Alors non, je suis allée un peu vite. D'un point de vue environnemental, la chaleur renouvelable permet de diminuer les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre en se substituant aux énergies fossiles. Et plus globalement, elle s'inscrit pleinement dans la dynamique de la transition énergétique. D'un point de vue technologique, elle repose sur un panel de technologies qui sont maintenant maîtrisées et matures, et il existe une offre large pour répondre à tout type de besoins et d'usages. Et enfin, d'un point de vue sociétal, elle répond à une volonté de plus en plus revendiquée de produire de la valeur dans une logique de proximité, c'est-à-dire au plus proche de son utilisation, avec des ressources disponibles aux échelles locales ou régionales, et créer des emplois locaux non délocalisables. Donc, quand on parle du fonds chaleur aujourd'hui, il y a deux enjeux, un enjeu environnemental et un enjeu économique. Et le rôle du fonds chaleur va être de permettre que ces deux équations, écologiques et économiques, coïncident. Parce que force est de constater que les investissements dans la production d'énergie renouvelable et de récupération sont assez coûteux. Et donc le fonds chaleur va venir apporter une aide pour que cela devienne compétitif et que l'on bascule sur la chaleur renouvelable. Le fonds chaleur, c'est un peu un accélérateur pour outiller les collectivités et les entreprises et leur permettre d'entrer pleinement dans la transition énergétique. Alors, c'est vrai qu'on connaît surtout le fonds chaleur pour ses aides au fonctionnement, mais en fait, le fonds chaleur, c'est plus large que ça. C'est aussi une aide pour accompagner les projets à travers du soutien à l'animation, au relais de terrain, aux études de faisabilité, au schéma directeur de réseau de chaleur, ainsi qu'à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et en termes d'investissement, eh bien, ce sont les installations de production de chaleur renouvelable collective et industrielle qui sont aidées, ainsi que la création et l'extension de réseaux. Clairement, afin de s'assurer d'avoir quand même des projets performants, fiables et optimisés dans leur fonctionnement, eh bien, les projets doivent répondre à un certain nombre d'exigences. Donc, réaliser des études préalables, respecter les exigences sur les dimensionnements et les équipements, respecter les exigences sur la ressource disponible, respecter les exigences environnementales, avoir un taux de NR et de récupération dans le bouquet énergétique réseau de chaleur, respecter une densité thermique minimum, répondre à des critères sociaux et de gouvernance et enfin assurer un suivi énergétique. Et toutes ces exigences-là, ainsi que les critères d'éligibilité et les modalités d'aide, sont détaillées dans des fiches que l'on appelle conditions d'éligibilité et de financement, des fiches CEF, que l'on trouvera sur notre site internet. Chaque énergie, chaque thématique a sa propre fiche conditions d'éligibilité et de financement qui sont actualisées quasiment toutes les années. Donc, c'est l'objet de ce webinaire, ça va être de balayer ces fiches. Donc, on va commencer par les contrats de chaleur renouvelable, car je vais y faire référence régulièrement ensuite par la suite. Donc, le principe de ces contrats de chaleur renouvelable, en fait, c'est de soutenir par le fonds chaleur la réalisation de groupes de projets d'énergie renouvelable thermique et potentiellement de petite taille qui ne seraient pas éligibles de façon unitaire dans le cadre du fonds chaleur classique et qui sont portés sur un territoire par un opérateur qui aura su mobiliser d'autres projets initiés par d'autres partenaires. C'est un outil sur lequel on compte pour massifier et compléter les gros projets et mailler le territoire. Les CCRT, donc les contrats chaleur renouvelable territoriaux, vont être en quelque sorte un guichet d'entrée, une sorte de guichet d'entrée unique pour les projets de chaleur renouvelable des territoires. On a la chance dans la région d'avoir une région qui est quasiment couverte par des contrats à chaleur renouvelable. Vous avez sur cette carte eh bien, les opérateurs par territoire
qui vont constituer les guichets d'entrée. Donc le seul territoire qui pour l'instant n'a pas de CCRT opérationnel, c'est le Pays d'Arles, mais l'étude de préfiguration est en cours et le CCRT devrait être opérationnel, fin d'année ou début d'année prochaine. Alors voilà, donc pour chaque, énergie, une slide de ce type va vous être présentée. On va certainement pas rentrer dans le détail de chaque slide, hein, ça serait trop fastidieux et puis ça n'aurait pas de sens parce que le PowerPoint va vous être, enfin, on va vous le mettre à disposition à la fin du webinaire et donc l'idée, c'est plutôt de vous fournir, de vous simplifier un outil qui va vous simplifier l'accès à l'information. En fait, en un coup d'œil avec cette slide, vous pourrez voir si votre, votre opération, votre projet rentre dans les projets cibles, si vous respectez les conditions d'éligibilité et vous aurez aussi une aide, oui, un aperçu de la façon dont on va calculer, l'aide de l'ADEME, en fait. Donc par exemple, sur la biomasse énergie, heu vous voyez que en fonction de la production, de l'installation et bien, votre guichet d'entrée, ce sera soit les contrats chaleur renouvelables, soit du fonds chaleur classique ou alors pour les grandes puissances, l'appel à projet national du BCIAT. Donc pour, la biomasse énergie, quelles sont les évolutions 2023? Eh bien, clairement, nous avons, renforcé en fait, les critères qui concernent le dimensionnement des installations pour justement éviter, les problèmes de sous-charge. Donc le nombre d'heures de fonctionnement à puissance nominale devra être minimum de 1 200 heures, sachant que l'on recommande de toute façon un fonctionnement à 2 000 heures. Il pourra y avoir des dérogations sur le nombre d'heures pour des cas spécifiques comme par exemple des chaudières en cascade. La deuxième évolution est liée au GT national qu'il y a eu sur, les serres maraîchères et ou horticoles. Et donc, suite à ce GT, nous avons fait évoluer les critères. Donc, tout d'abord, il faudra que le porteur de projet ait réalisé un diagnostic énergétique et élaboré un plan d'action énergétique prioritaire. Ensuite, pour les serres qui chauffent à plus de 15 degrés en période hivernale, eh bien, le coefficient de transmission thermique de la serre devra être inférieur à 4,8 watts par mètre carré Kelvin pour les serres existantes et à 3,6 watts par mètre carré Kelvin pour les nouvelles serres. Et enfin, le porteur de projet devra suivre l'expérimentation mise en place par le CTIFL, donc c'est le syndicat des fruits et légumes, qui vise, à moyen terme, donc une consigne de température maximale de 19 degrés dans les serres. Les condenseurs sur des installations existantes sont éligibles et on appliquera le forfait classique par tranche marginale. Et enfin, les données de comptage des chaufferies seront maintenant à compléter par le bénéficiaire sur des fiches types. Nous aidons aussi les projets d'approvisionnement biomasse, tout ce qui est plateforme, hangar, équipement pour le séchage et la préparation de combustible. Il n'y a pas eu d'évolution majeure sur cette fiche en 2023. Alors, l'ADEME a créé des courtes vidéos de présentation en fait pour toutes les énergies aidées par le fonds chaleur. Donc, on va pas du tout les passer toutes en revue. On en a inséré 2 là dans ce PowerPoint. Vous aurez accès à toutes les autres vidéos dans le PowerPoint qui vous sera transmis. Donc là, je vous laisse prendre connaissance de la vidéo sur la géothermie. L'ADEME présente la chaleur renouvelable, c'est profitable. François est directeur général de la filiale française d'un groupe leader européen de la distribution de pièces détachées pour le matériel agricole. Afin de poursuivre sa croissance, le groupe doit installer un nouveau site en France, dans la Vienne, d'une surface de 12 000 m², avec des besoins élevés en chaleur et en froid. Pour le groupe, engagé depuis plusieurs années dans une démarche environnementale, ce nouveau site doit répondre pleinement aux enjeux de la transition écologique. Et pour cela, la chaleur renouvelable est incontournable. Parmi les différentes solutions proposées, le choix de François se porte sur la géothermie.
La géothermie offre en effet de nombreux avantages. Avantages technologiques, avec la possibilité de chauffer et de rafraîchir les installations avec le même système innovant. Avantages en termes d'autonomie énergétique, avec des ressources locales, renouvelables et disponibles. Avantages économiques, grâce à de faibles coûts d'entretien et une réduction de la facture de gaz. Enfin, avantages écologiques, avec un impact environnemental réduit et la réduction des émissions de CO2. Pour mener au mieux son projet, François fait appel à l'ADEME. Il peut s'appuyer sur l'expertise des ingénieurs Fonds Chaleur qui l'accompagnent à chaque étape de l'avancement de l'installation géothermique. François a également pu compter sur le soutien financier de l'ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur, une aide pouvant aller jusqu'à 65% du coût de l'installation. Au final, l'installation géothermique se compose de 37 sondes verticales de 98 mètres de profondeur, avec une puissance d'extraction de 62,5 watts par mètre chacune. L'installation géothermique couvre 60% des besoins annuels en chaleur et en froid, tout en évitant l'émission de 157 tonnes de CO2 par an. Pour François, c'est un excellent retour sur investissement. L'installation géothermique sera rentabilisée en 7 ans, avec notamment une diminution de près de 60% de la facture de chauffage de l'entreprise. Pour François, la géothermie est une réussite à tous les niveaux, énergétique, économique, écologique. Bref, plus que jamais, la chaleur renouvelable, c'est profitable. Avec le Fonds Chaleur, agissez pour l'indépendance énergétique. ADEME, Agence de la transition écologique. Voilà, donc vous l'aurez compris, nous accompagnons les opérations de géothermie de surface avec pompe à chaleur pour produire aussi bien du chaud que du froid. Et donc en fonction de la production de l'installation, le seuil est à 25 MWh. Le guichet d'entrée sera soit le contrat chaleur renouvelable, soit le fonds chaleur classique. Et il y a eu des évolutions en 2023. Voilà. Donc nous avons rendu éligibles les packs RO. Nous avons rendu éligible le froid renouvelable, donc le froid actif, issu de packs géothermiques avec un forfait à 13 € le mégawattheure, avec un coefficient de performance froid machine qui doit être supérieur à 3,6 et un coefficient de performance globale supérieur à 3,3 et une production d'énergie renouvelable en mode froid calculée selon la définition de l'acte délégué de la Commission européenne. Nous avons également révisé le calcul de la production de NR issue d'une PAC géothermique en mode chaud. En fait, maintenant, on ne retranchera plus la consommation des auxiliaires en amont de la PAC. On comptabilisera uniquement les consos du compresseur de la PAC. Les chaussées thermoactives associées à des champs de sonde sont maintenant éligibles. Et il y a eu des évolutions, les mêmes évolutions des critères pour les projets alimentant les serres maraîchères horticoles que pour les projets biomasse. Un petit focus pour les packs RO. La production minimum de l'installation devra être de 25 MWh. Et en fait, l'éligibilité de ces packs dépendra du zonage réglementaire relatif à la géothermie de minime importance. Bien entendu, elles devront être conformes aux certifications et normes françaises et européennes, tant en termes de COP que de scope. Et on a mis en place un forfait donc de 6 € le mégawattheure pour les installations inférieures à 2000 MWh. Sinon, ce sera une analyse économique. Nous aidons également la géothermie profonde. Donc pour des profondeurs qui sont supérieures à, à 200 mètres, donc on descend à plus de 200 mètres de profondeur. Et là également, 2 évolutions majeures. On a revalorisé les plafonds d'aide. Donc on est passé de 7 € à 9 € le mégawattheure lorsqu'il n'y a pas de pompe à chaleur. Et on est passé de 10 € à 13 € le mégawattheure lorsqu'il y a une pompe à chaleur. On a également revalorisé le forfait lorsqu'on installe une pompe à chaleur sur un réseau de chaleur géothermique déjà existant. Il est passé de 3 € à 4 € le mégawattheure. Donc c'est lié à la géothermie. Ce sont les aides pour les projets de boucles d'eau tempérées à énergie géothermique. Donc sur ces boucles d'eau tempérées, il y a eu une seule principale évolution.
qui est la révision du calcul de la production de NR. Comme tout à l'heure, en fait, on ne retranche plus la consommation des auxiliaires en amont de la PAC. On comptabilise uniquement la conso d'électricité du compresseur de la PAC. Nous accompagnons les projets de récupération de chaleur fatale, hein, donc la chaleur qui n'était pas valorisée jusqu'à présent, que l'on peut trouver dans les buées de séchoir, des systèmes de refroidissement, les fumées des fours, les fumées de chaudière, les usines d'incinération, les data centers, voilà, toute cette chaleur qui, jusqu'à présent, n'était pas récupérée. Il y a eu des évolutions en 2023 sur les projets de chaleur fatale, puisqu'on l'on a ouvert donc à la récupération de chaleur fatale avec valorisation sous forme de chaleur en interne sur un même procédé, alors que jusqu'auparavant, il fallait que ça soit valorisé sur un autre procédé. En revanche, cette ouverture ne s'applique pas aux unités d'incinération car il y aura une aide si et seulement si la valorisation de la chaleur se fait à l'externe. On a également rendu éligibles les projets de changement de vecteur énergétique euh, qui, à condition qu'ils permettent la récupération et la valorisation de chaleur fatale. Donc, il s'agit là de remplacer un réseau de vapeur, par exemple, par un réseau d'eau chaude. On a introduit un seuil d'éligibilité, donc ça doit être supérieur à 1 gigawattheure par an. Si c'est inférieur, ça pourra être éligible dans le cas des contrats à chaleur renouvelable. On retrouvera les mêmes évolutions de critères pour les projets qui alimentent les serres maraîchères et horticoles, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et on a revu un petit peu à la baisse la performance du scope. Initialement, on attendait un scope à 4 et maintenant, on l'attend à 3,5. Voilà, je vous propose maintenant de regarder une deuxième vidéo qui présente les réseaux de chaleur. L'ADEME présente la chaleur renouvelable, c'est profitable. Julien est maire d'une commune de 30 000 habitants. Il sait que la transition écologique et les énergies renouvelables sont plus que jamais accessibles à toutes les collectivités, notamment grâce aux aides de l'État. Et ce, quelle que soit leur taille, partout en France. Aussi, avec le syndicat de traitement des déchets de l'agglomération, la municipalité a décidé de valoriser la chaleur de récupération issue de l'UVE, incinérateur de déchets, qui traite et valorise les déchets ménagers et assimilés. En incinérant les déchets, on crée de la chaleur renouvelable qui sera redistribuée via un réseau de chaleur. La création et le développement du réseau de chaleur alimenté par l'UVE permettra de fournir de la chaleur renouvelable à des logements sociaux, aux centres hospitaliers et à des bâtiments administratifs. Les objectifs sont multiples pour la collectivité. L'indépendance énergétique, la valorisation d'énergie fatale, un coût de production de la chaleur compétitif et maîtrisé, et un projet structurant sur le plan sociétal et environnemental. Julien, avec son équipe, s'adresse donc à l'ADEME pour être accompagné dans la création de ce réseau de distribution de chaleur renouvelable. Grâce à l'expertise des ingénieurs Fonds Chaleur, l'ADEME assure l'accompagnement global du projet, des études de faisabilité à la mise en œuvre de l'installation. L'ADEME finance pour partie les missions de conseil, les études de faisabilité et apporte en plus son soutien financier, jusqu'à 65% du coût de l'installation dans le cadre du Fonds Chaleur. Après un an de chantier, le nouveau réseau de chaleur raccordé à l'UVE fonctionne à plein régime et les résultats sont là. Les 2,6 km de réseau, qui alimentent 7 sous-stations, couvrent 70% des besoins en chaleur renouvelable, soit 1300 équivalents logements raccordés. Les abonnés bénéficient d'une énergie à coût maîtrisé et ne subissent plus la fluctuation des prix des énergies fossiles. De surcroît, ils bénéficient d'une TVA à 5% au lieu de 20%. Ce qui est important également, 2700 tonnes de CO2 sont évitées par an. Pour Julien, la collectivité et les abonnés, le nouveau réseau de distribution chaleur renouvelable est un bénéfice sur tous les plans, énergétique, économique, écologique. La preuve que la chaleur renouvelable peut répondre à de multiples besoins, quelle que soit la taille de la collectivité. ADEME, Agence de la transition écologique. Voilà, donc nous accompagnons donc les réseaux de distribution de chaleur et de froid.
La principale exigence étant que le réseau soit alimenté au minimum par 65% d'énergie renouvelable pour les réseaux de chaleur et 50% pour la distribution de froid. Il y a eu des évolutions en 2023. Jusqu'à présent, on pouvait aider les extensions de réseaux très vertueux, même si les besoins supplémentaires n'étaient couverts qu'avec 25% d'énergie renouvelable. Il y aura un peu de souplesse en 2023, mais dès 2024, même pour les réseaux très vertueux, les besoins supplémentaires devront être couverts par au moins 65% d'énergie renouvelable. On a simplifié la règle pour les cas particuliers de réseaux dont la densité était comprise entre 1 et 1,5 MWh par mètre linéaire. Nous avons supprimé la contrainte de la température, mais on a mis l'exigence d'un rendement primaire supérieur ou égal à 85%. Et on a également supprimé le plafond d'aide à 5 euros. On va dorénavant appliquer le forfait standard. Et la dernière évolution, c'est qu'en cas d'extension, la substitution de tuyaux existants par un tuyau de diamètre supérieur est dorénavant éligible. L'investissement pris en compte sera plafonné à 20% des investissements du réseau du projet global. Et pour les réseaux de froid, donc on a ouvert au réseau de froid technique. On a également ouvert au réseau alimenté par des groupes froids à compression sur air humide. On a révisé à la hausse le taux d'aide. Il est passé de 7 à 10 euros le mégawattheure. Et on retrouvera les mêmes critères pour les projets alimentant les serres maraîchères et horticoles que pour les autres énergies. On va passer maintenant à l'énergie du solaire thermique, parce que oui, nous aidons les opérations avec des capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude collective. Et là, en fonction de la surface, eh bien, le guichet sera soit les contrats chaleur renouvelables, soit le fonds chaleur classique, soit l'appel à projet national grandes installations de solaire thermique. Quelles sont les évolutions principales 2023? Eh bien, pour les projets d'opération dédiés, les projets devront être dimensionnés sur la base des besoins en eau chaude sanitaire. Et la production de la chaleur solaire thermique pourra être utilisée pour réchauffer l'eau des bassins des piscines uniquement en cas de surplus de production. On attend, au sujet de la mise en service, du suivi des performances et de l'entretien et de la maintenance, on attend une mise en service dynamique suivant la démarche Socol. Et on recommande fortement que l'exploitant ait suivi la formation Socol exploitant. On a également modifié les conditions de versement qui se fera sur la base de la production solaire utile annuelle. Pour les opérations de solaire thermique, les packs solaires sont éligibles pour les opérations de production d'eau chaude sanitaire. Et comme pour les opérations de capteurs solaires thermiques, en fonction de la surface, le guichet d'entrée sera soit le contrat chaleur renouvelable, soit le fonds chaleur classique, soit l'appel à projet national grandes installations de solaire thermique. Il y a eu une principale évolution sur cette thématique-là, qui reprend un peu celle de tout à l'heure, c'est que l'installation devra suivre les recommandations Socol relatives au pack solaire et à la mise en place en service dynamique et recommandé. Enfin, sur le solaire, on aide également les systèmes solaires combinés pour la production donc de chauffage et d'eau chaude sanitaire. De même, hein, en fonction des mètres carrés, guichet, contrat chaleur renouvelable, fonds chaleur ou appel à projet grandes installations de solaire thermique. Il n'y a pas eu d'évolution majeure sur cette thématique en 2023. Je vais terminer avec la méthanisation. Donc, la méthanisation, c'est vrai qu'elle a un peu un pied dans le fonds chaleur et dans le fonds économie circulaire, mais au niveau du fonds chaleur, nous aidons les projets de méthanisation pour la partie injection de biométhane dans les réseaux. Et les évolutions 2023,
Eh bien, en fait, pour une meilleure exemplarité des projets, on ne soutiendra plus les projets qui auraient des cultures énergétiques annuelles, mais on tolérera uniquement les cultures intermédiaires. Et il y a également une révision à la hausse du forfait, ainsi que du plafond d'aide par projet de 15. Donc bien sûr, nous sommes toute une équipe hein, pour vous accompagner dans vos projets du Fonds Chaleur. On a Jean-Pierre Arinck pour la géothermie et le solaire thermique. On a Maxime de Velay-Maurice et Mathieu Paillet pour la chaleur fatale, moi-même pour les projets de biomasse. Et pour le suivi des contrats de chaleur renouvelables territoriaux, nous sommes 3, Sophie Laroche, Olivier Blancheton et moi-même. Et j'ajouterai aussi pour finir que nous co-instruisons la plupart de nos projets avec les collègues des services de la région. J'en profite pour les saluer s'il y en a quelques-uns qui se sont connectés. Voilà, j'ai terminé avec la présentation. Donc, alors j'ai vu qu'il y avait déjà eu des échanges. Je ne pouvais pas vraiment voir parce qu'à chaque fois, ça a coupé les vidéos. Mais donc, si vous voulez intervenir à l'oral, poser des questions, faire part de vos remarques, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. En attendant les questions, je voulais juste préciser par rapport à la question sur les packs solaires. En fait, il y a 2 types de capteurs qui sont éligibles pour les packs solaires. Ce sont les capteurs dits moquettes et puis également les capteurs hybrides. Avec des capteurs plans classiques, on peut monter en température suffisamment haut pour produire le CS. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de packs. Bonjour, s'il vous plaît, je suis Refas Fad, conseiller en énergie partagée au sein du département des Alpes-Maritimes. Je voulais Super. juste poser une question par rapport aux unités. J'ai du mal un peu à voir l'unité du mégawattheure énergie renouvelable par an concernant les pompes à chaleur géothermiques. Et l'autre fois, j'avais cherché et j'ai trouvé que c'était l'énergie produite moins l'énergie consommée. Si par exemple, on a une PAC RO ou OO, donc l'énergie produite, c'est l'eau chaude. Et concernant, par exemple, le COP de cette pompe à chaleur, c'est l'énergie produite sur consommée. Du coup, le mégawattheure énergie renouvelable par an, c'est le COP d'une autre manière, si j'ai bien compris. Au lieu de mettre l'énergie produite sur consommée, on, on se dit que c'est l'énergie produite moins l'énergie consommée. C'est vraiment par rapport à l'unité que j'ai du mal vraiment à faire la différence. Oui, alors je vais essayer de vous répondre. En effet, les mégawattheures NR pour une PAC, c'est la production en sortie de PAC moins la consommation électrique des compresseurs, donc de la pompe à chaleur. Donc là, vous avez la production ENR. Et après, comme vous dites, à part, vous avez le calcul du COP, coefficient de performance, qui est la production de la PAC divisée par la consommation électrique de la PAC. Donc, c'est la même chose. Oui, enfin, c'est la même chose, ce sont 2 choses différentes. Mais nous, en fait, pour le calcul de l'aide, on prend en compte les mégawattheures ENR. Donc, vous prenez votre production à la sortie de la PAC, moins la consommation électrique de la PAC. D'accord. Bon, ben merci. Merci. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Bonjour. Antoine Grand, le maire de Levins. On travaille sur un réseau de chaleur mixte, c'est-à-dire chaud et froid. Quelles sont les recommandations et les préconisations à la source, c'est-à-dire chaudière plus réversible, créant du froid lorsqu'on en a besoin. Quelles sont les recommandations sur ces sujets, sachant que le projet est pour dans 2-3 ans et qu'on sera obligé de climatiser les écoles? Pareil, Jean-Pierre, tu veux répondre ou pas? Oui, du coup, je vais Ouais. vous apporter quelques éléments. En effet, c'est vrai que lorsqu'on a des besoins de chaud et froid, en effet, la solution de géothermie peut être une bonne solution. Donc en effet, il faut regarder si vous avez un potentiel sur votre site pour, alimenter une pompe à chaleur, hein, qui va fonctionner en chaud, en froid, voire, qui va faire les 2 en même temps en fonctionnement thermo-frigo pompe. Donc là, ça peut être
Après, si vous n'avez pas de solution, en effet, de potentiel géothermie suffisant, en effet, vous pouvez regarder si vous n'avez pas d'autres sources renouvelables. Donc, peut-être en effet un réseau d'eau usée à proximité où on pourrait également venir capter de la chaleur ou des frigories. Donc, en fait, il faut que vous regardiez au niveau de votre site les potentiels d'utilisation d'énergie renouvelable. Donc, en effet, souvent sur des projets où on a des besoins de chaud et de froid, la géothermie, si on a la possibilité d'en faire, est une bonne solution. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut mixer, c'est-à-dire la production de chaud, par exemple, à partir d'une chaudière bois, sachant que nous, on a déjà, pour les PAD de l'ESSR, une chaudière à changement d'état qui nous permet de faire à partir de plaquettes bois du chaud et du froid. Alors, moi, je connais pas en effet les chaudières qui font du Non. chaud et du froid sur cette partie-là, mais par contre, multiplier les équipements après, c'est pas forcément non plus d'un point de vue économique la bonne solution. Ça peut être aussi une question de sécurité, d'avoir des sources d'approvisionnement si le réseau de chaleur est un peu conséquent. Oui, alors après, en effet, tout dépend de la taille de vos installations. Ouais. Mais du coup, si l'investissement est prévu pour 2-3 ans, est-ce que vous avez déjà commencé à faire une étude de préfiguration ou pas encore C'est en cours. C'est en cours. La chaudière est pour le collège qu'on va construire à Levin. Et on raccordera dessus nos 2 écoles et la crèche, voire peut-être du logement, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est un réseau de chaleur qu'on veut assez complet pour nos équipements publics. Ok. Après, c'est vrai qu'on ne pourra pas forcément rentrer là dans le détail de chaque projet. Oui, Là, l'idée, c'était, et voilà, on pourra prendre des rendez-vous en B2B ou voilà, pour essayer de vous accompagner au mieux. la question subsidiaire, c'est avec qui on doit prendre rendez-vous. Voilà. Pour aborder le Peut-être, sujet. oui, par rapport à ça, c'est aussi important de rappeler que dès lors que vous réfléchissez à des projets, vous pouvez contacter nos contrats chaleur renouvelable. Hein. Je vous ai remis un peu plus haut dans le fil de discussion le lien vers la page de notre site web qui reprend tous les contacts. Donc, quasiment tous les opérateurs là sont présents avec nous aujourd'hui, ils sont connectés. Donc vraiment, ces personnes-là, ça peut être vos premiers contacts pour échanger sur vos projets, même très en amont. Et en fait, selon la taille de votre projet, si le projet est vraiment très, très gros, il est possible qu'ils vous réorientent vers nous. Mais en tout cas, c'est les bons premiers interlocuteurs en point d'entrée. D'ailleurs, j'ai vu que dans le chat, quelqu'un a demandé si on pouvait aider les études. Pour rebondir sur ce que vient d'expliquer Sophie, si vous avez, oui, c'est tout à fait éligible. Après, on se répartit les aides entre l'ADEME et la région. Mais du coup, votre point d'entrée, c'est le contrat de chaleur renouvelable. Par le département. Alors du coup, vous êtes où? Je me rappelle plus ce que vous aviez dit. Le 20 dans le 06. Voilà, et bien du coup, en effet, dans le 06, c'est le département des Alpes-Maritimes qui porte, qui est l'opérateur pour porter le contrat de chaleur renouvelable et vous avez donc l'adresse mail de la personne, qui s'en occupe. C'est parfait, merci. Bonjour, j'ai juste une précision pour le vin, quand il parlait du froid, en vérité c'est une chaudière à bois et derrière la chaudière à bois, il y a un groupe à absorption pour faire le froid l'été. Ah oui, ok. Ce qui fait que la chaudière bois tourne toute l'année. C'est la réalisation qu'on a sur l'EHPAD et le SSR, mais vous avez soulevé l'ambition, c'est de faire tourner la chaudière et par derrière, donc l'approvisionnement en plaquettes ou autre, de manière à garantir aux fournisseurs 12 mois sur 12, ce qui permet de lisser un contrat de fourniture, mais surtout d'éviter la coupure des 3 ou 4 mois, où si on a les silos qui sont pleins, ça colmate et tous les problèmes qu'on a connus sur d'autres réseaux de chaleur à partir de plaquettes qui ne fonctionnaient que dans la durée scolaire. Là, comme on y a ajouté les centres aérés et l'ensemble des services, c'est 12 mois sur 12, chaud et froid confondus. Effectivement, c'est une solution, et c'est pour ça que je parlais de bi-énergie. Effectivement, de la géothermie, là, le volume, c'est certainement de la grande profondeur qu'on va tester pour avoir une sécurité de fonctionnement, voire d'aide aussi, puisqu'on est en limite à la chaudière de l'EHPAD et du SSR, du renforcement de la production de cet établissement. Donc c'est un réseau de chaleur assez compliqué. Très bien.
Je vois qu'il y a une question là dans le chat, articulation entre front chaleur et C2E. Alors dans chaque fiche donc de conditions dans chaque fiche CEF, conditions d'éligibilité de financement de chaque thématique, à la fin, vous avez un tableau qui vous dit pour quelle opération, quel type de dépenses on peut cumuler les deux ou si c'est pas cumulable et donc s'il n'y a pas d'articulation. Donc là, je vous invite à aller vraiment, si vous avez un projet très précis en tête, à aller voir dans la fiche correspondant à l'énergie, si c'est cumulable ou pas, ou si ça s'articule ou pas. Moi, j'ai encore une question. Je suis dans les Alpes-Maritimes, Monsieur Léonard, je suis ingénieur conseil en énergie bois. J'ai plusieurs petites communes forestières qui sont très intéressées pour développer des petits réseaux de chaleur, mais avec du bois bûche. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours reçu une fin de non-recevoir de l'ADEME qui ne veut pas financer les chaufferies bûches. Alors pareil, là, dans les conditions d'éligibilité, vous avez la liste, en effet, de l'approvisionnement possible. Donc je ne sais pas si je pense pas que l'opérateur du 06 soit connecté là. J'ai pas l'impression. Je connais Julie Viglione, justement. Oui, voilà. J'ai posé la je suis question. là, Ah bonjour. bah super. Ah, Non, à ma connaissance, on a déjà échangé avec Serge sur ce sujet. À ma connaissance, le bois bûche n'est pas éligible au fonds chaleur. c'est pour ça que je pose la question. Voilà. Pourquoi on a des petites communes forestières qui ont d'ailleurs plus de forêts que d'habitants et qui pourraient très bien se chauffer à la bûche, notamment les mairies, les écoles, et ce qui est fait avec du bois local. En plus, on a un démonstrateur à Pierrefeu où on chauffe la mairie et l'école avec l'exploitation communale de la forêt. Les bûches, elles font 1 km et les gens se relayent pour charger la chaudière et ça marche très bien. Et je ne sais pas pourquoi l'ADEME ne veut pas financer les chaufferies bûches. J'aimerais le savoir un jour. Je ne pourrais pas vous répondre là. Ça fait pas assez longtemps que je suis sur cette thématique. Peut-être que mes collègues qui travaillent sur le fonds chaleur depuis plus longtemps que moi auraient la réponse, mais là, moi, je peux pas vous dire, je peux pas vous répondre. Moi, j'en avais discuté avec Brigitte Guibault et elle m'a juste répondu qu'elle voulait, c'était pas prévu, quoi. Donc, mais j'aimerais savoir un jour la pourquoi. Raison La raison, oui. Oui, alors bonjour, Lucas Bernard du Similec-Var. Alors j'avais déjà eu ce cas de bois bûche, et alors il me semble que c'est parce que les chaudières qui ne sont pas approvisionnées automatiquement, sans l'aide de personne, ne peuvent pas être subventionnées actuellement. Donc peut-être que ça va changer, mais voilà, c'était ce problème de une personne qui doit charger la chaudière. Mais je sais bien, mais c'est de la création d'emplois locaux. Pourquoi vouloir absolument des chaudières automatiques? Voilà, moi je sais que c'est à ce niveau-là que ça avait bloqué. Après, la raison derrière tout ça, je ne sais pas pourquoi. Non, mais moi non plus. Je la note. En tout cas, je note la question et on essaiera de vous apporter une réponse en échangeant avec nos collègues du national. Parce que, pour information, moi j'ai 5 ou 6 communes qui sont très intéressées par le bois bûche, quoi. Okay. Et ils ont déjà de l'exploitation forestière, ils font déjà de la bûche en affouage par des forestiers, puisque maintenant, c'est plus les habitants qui abattent les arbres, mais il y a encore pas mal de petites communes du bois bûche pour leurs citoyens, quoi. Ok. J'ai aussi, comme j'en profite, si personne ne parle, pour le vin, si vous voulez faire tourner des chaudières bois toute l'année, ce qui serait intéressant, c'est de vous rapprocher des scieries, parce que les scieries, à l'heure actuelle, font 50% de déchets à peu près par rapport à l'exploitation du bois. Et le souci qu'ils ont pour faire des contrats d'approvisionnement avec les chaufferies bois, c'est justement que les chaufferies bois ne tournent pas toute l'année. Or, à l'heure actuelle, les scieries produisent énormément de déchets et ils ne peuvent pas stocker le déchet pendant l'été. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas passé de contrat d'approvisionnement. Donc, si vous avez des chaufferies bois qui tournent toute l'année, il serait intéressant de se rapprocher des scieries qui, elles, font du déchet bois à longueur d'année. Ils pourraient vous approvisionner au moins une grande partie en déchets de bois en plaquettes. C'est tout à fait le cas, merci de le préciser, c'est tout à fait le cas avec une scierie qui se réinstalle et qui se reconstruit après la tempête Alex de Saint-Martin-Vésubie. Et l'objectif est bien d'avoir un contrat 12 mois sur 12. Donc ça permet de lisser leur production, leur approvisionnement et c'est gagnant-gagnant.
Sinon, vous avez aussi André Geoffrey, hein, la série de Coulon et la série de Geoffrey, hein, qui font beaucoup de Oui, déchets de plaquettes. Enfin, ils font de la plaquette avec leurs déchets, quoi. oui, tout le monde fait ça maintenant ici. Voilà. Oui, oui, c'est bien comme ça que le dossier va être construit. Et comme on a une expérience qui fonctionne très bien sur l'EHPAD et le SSR de cette chaudière, donc on ne va pas changer une équipe qui gagne. Rebonjour. S'il vous plaît, j'ai une autre question par rapport aux conditions d'éligibilité du réseau de chaleur. En fait, les bâtiments qui seront raccordés par ce réseau de chaleur doivent respecter des exigences thermiques, notamment puisqu'on est dans les Alpes-Maritimes, c'est 90 kWh par mètre carré par an. Du coup, je me demande si il faut vraiment faire une étude, un diagnostic de tous les bâtiments qui seront raccordés, ou bien lors de l'étude de faisabilité du réseau de chaleur, on peut intégrer une partie disant comme quoi les bâtiments sont éligibles et respectent cette exigence, ou il faut une étude à part. Bah, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'idée derrière, c'est d'avoir le meilleur dimensionnement possible et notamment de prendre en compte si des projets d'efficacité énergétique vont avoir lieu. C'est vraiment dans cette idée-là. Je ne sais pas si du coup, quelqu'un veut prendre la suite, qui aurait instruit. Oui, Hugo, si toi, tu as une idée, par exemple, pour répondre à monsieur. Pardon, j'ai pas entendu la question. Je cherchais le lien pour, Pardon. pour renvoyer vers les CEF. En fait, Quelle était la question? Oui, pardon. c'était par rapport aux conditions d'éligibilité aux aides proposées au réseau de chaleur. Oui. Je me demandais, en fait, il y a un critère, c'est que les bâtiments qui seront raccordés respectent un certain niveau d'exigence thermique qui est puisqu'on est dans les Alpes-Maritimes, c'est 90 kWh par mètre carré par an de chauffage. Oui. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il faut passer tout d'abord par un audit énergétique ou bien un diagnostic énergétique avant d'entamer l'étude de faisabilité du réseau de chaleur, ou bien lors de l'étude de faisabilité du réseau de chaleur, on peut dire sur une partie du rapport que les bâtiments sont conformes quant à cette exigence. Ben, ça dépend à quel point vous le savez ou vous le supposez. Idéalement, il faut des chiffres, parce que pour pouvoir dimensionner votre réseau, au bout d'un moment, Oui, c'est il faudra ça. quand même des chiffres dont la véracité Oui, oui, exactement, oui. Mais est juste. parce qu'en fait, ça peut se faire au niveau de l'étude de faisabilité du réseau de chaleur. Donc, c'est pour ça que je me suis demandé s'il y a vraiment intérêt à faire un diag ou un audit qui prendra minimum 3 mois pour le faire. Donc, avant d'entamer l'étude de faisabilité du réseau de chaleur, qui est vraiment Pour moi, non, le ça peut but. se faire durant la FESA, à voir si En les autres collègues parallèle. d'ici Donc, ouais, donc en termes ont un problème. Mais... d'éligibilité, donc ça remplit cette condition. D'accord, Selon moi, ok, oui. parfait. Parfait, ok. Merci. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'information au moment où vous allez dimensionner le réseau, en fait. Oui, Voilà. exactement, oui, c'est ça. Oui. Bon, bah, parfait. Merci. Ouais, bonjour, je suis conseiller en transition énergétique dans le GHT 13 pour les établissements de santé et j'aimerais rebondir sur les packs solaires. En fait, j'ai le cas d'un établissement qui a déjà une pompe à chaleur et qui aimerait rajouter, du coup, l'alimenter par des panneaux solaires thermiques. Et j'aimerais savoir si uniquement cette opération est possible ou alors il faut que ça soit l'ensemble qui soit fait. Je sais pas, je contacterai monsieur Haring vous avez mis son contact en tant qu'expert là-dessus, donc je contacterai, mais j'aimerais savoir s'il y a une Oui. première Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu es toujours connecté? Oui. Oui, je suis toujours connecté. En fait, ouais, comme les forfaits, ils ont été calculés sur la base d'un package capteur plus pack, il nous faut l'investissement qui correspond en fait. On peut pas juste mettre une partie de l'équipement pour être éligible au forfait en fait, hein. Ok. Ouais, dommage, ça participe aussi à la décarbonation des sources d'énergie, mais bon. Oui, oui, non, mais après, si vous avez déjà une partie de l'équipement, la partie supplémentaire, en principe enfin, ça doit y avoir une certaine rentabilité si vous avez déjà une partie de l'équipement. En fait, les aides du fonds chaleur, elles sont là pour débloquer des projets lorsqu'en effet, il y
il y a des surcoûts d'investissement qui ne sont pas rentabilisés dans des temps acceptables. Donc, c'est l'intérêt de l'aide fonds chaleur. Maintenant, si en effet, on n'aide pas tous les projets. Après, il y a des projets qui ont des temps de retour intrinsèques rapides, donc pour lesquels il n'y a pas besoin d'une aide à l'investissement. Par exemple, des capteurs seuls moquettes pour faire du chauffage de piscine, ils ont une rentabilité très très rapide, donc il n'y a pas besoin d'aide à l'investissement, par exemple. Ok. Ok, très bien, merci. Et j'avais aussi une deuxième question là-dessus. On peut coupler aussi bien des panneaux solaires photovoltaïques que thermiques à une pompe à chaleur. C'est ça tout à fait différent, mais les deux sont possibles. Non, ça, non, c'est ce que je disais non tout à l'heure, c'est qu'en fait, les panneaux moquettes, enfin les moquettes solaires et panneaux PVT sont éligibles au CEF PAC solaire. Et ce que je disais, c'est que lorsqu'on a des capteurs plans classiques, en fait, ils montent suffisamment de température pour qu'on n'ait pas besoin de pompe à chaleur. Oui, ok. Pour faire de la production de CS. Hein. Oui, bien sûr. Et comme c'est l'application qui est visée par le dispositif qui est accompagné par le fonds chaleur, ça s'explique de cette manière-là. Ok, merci. On peut prendre une dernière question, je pense. Le timing, il reste 3 minutes. On avait sinon dans le chat une question pour l'articulation entre le fonds chaleur et le fonds vert. J'essaie de me retrouver. Une aide du fonds vert pour les réseaux de chaleur est-elle possible? Quelle articulation avec le fonds chaleur? Pour l'instant, le fonds vert reste encore assez... Oui, c'est pas encore très bien calé. Alors, je ne serais pas forcément la meilleure personne pour répondre, mais... Le fonds vert, oui, merci Bernard. Moi, j'ai vu une partie sur... Oui, vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu sur une partie que, il faut faire attention entre cumuler les aides de la part du fonds vert et de l'ADEME. Le fonds vert peut rentrer en interaction juste avec les C2E. D'accord, parce que nous, le fonds vert, alors bon, c'est vrai que je parle du côté économie circulaire, on ne le connaît que sur les biodéchets. Et c'est vrai que sur l'énergie, il y a peut-être des choses qui sont encore à stabiliser, hein, on ne sait pas trop. Il y a la réhabilitation des bâtiments communaux. Sur ce point, je pense que ça va vraiment dépendre des départements. Pour le coup, nous, je sais que moi, je suis opérateur du fonds chaleur sur le territoire de la métropole. Je sais qu'on a un rendez-vous de prévu avec le département pour justement parler de ces articulations entre fonds vert et fonds chaleur, voir un petit peu comment on se répartit les choses, parce que évidemment, derrière, il y a des contraintes de financement public. Voilà. Donc, on a ici des choses qui sont à voir un petit peu à territorialiser en fonction des départements. Oui, donc ça va se mettre en place et ça va être territorialisé. Donc, c'est plutôt à suivre ça. Exactement, oui. On n'a plus de questions a priori. Bon, après, vous pouvez reprendre les contacts. Donc, comme je disais dans le chat, la présentation sera disponible sur notre site internet. Et voilà, vous aurez les contacts de chaque membre de l'équipe Fonds Chaleur. Le prochain webinaire, donc si jamais ça vous intéresse, ce sera sur les biodéchets. Donc, c'est dans 2 mois. Donc, il sera disponible aussi le lien d'inscription et vous pouvez le recevoir si jamais ça vous intéresse dans votre boîte mail. Et puis, on espère que ce webinaire vous a plu et vous a apporté les réponses que vous cherchez. Eh bien, merci beaucoup.